tous. En tant que responsable du bureau du Parlement européen à Marseille, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième édition du salon MedAgri, salon professionnel de l'agriculture méditerranéenne. Comme nous tous, les organisateurs du salon, que je remercie, et nous-mêmes, nous sommes adaptés afin de vous donner la possibilité d'échanger avec les députés européens en charge des 3 rapports de la future PAC, soit comme rapporteur pour le Parlement européen ou rapporteur pour leur groupe politique. Ces rapports seront débattus et votés la semaine prochaine en session plénière au Parlement européen. Les 4 députés que vous pouvez voir à l'écran sont Anne Sander, du groupe du Parti populaire européen démocrate chrétien, donc les Républicains en France, Éric Andrieux, du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, Parti socialiste en France, Jérémy de Serle, groupe Renew Europe, qui était sur la liste Renaissance avec la République en marche, le MoDem, lors des élections européennes, et Benoît Biteau, groupe des Verts Alliance libre européenne, Parti écologie les Verts en France. Donc, les échanges avec le public seront modérés par Madame Nicole Ouvrard, directrice des rédactions Réussir Agra et présidente de l'Association française des journalistes agricoles. Madame Ouvrard, merci aussi d'avoir accepté pour la seconde fois d'être à nos côtés pour débattre de la future PAC. Les députés, comme la modératrice, ont reçu les questions qui ont été posées en amont lors des inscriptions, ce qui a permis d'articuler les différents temps de ce débat que vous expliquera Madame Ouvrard. Aujourd'hui, en Zoom, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, si possible en mentionnant votre nom et qualité avant la question. En cas de souci de connexion ou si un ami vous envoie un SCM et veut se connecter, sur Zoom, c'est trop tard, mais il peut le faire sur le Facebook du Parlement européen à Marseille, où il y a un Facebook Live. Ce débat est également enregistré et il sera accessible sur le Facebook du Bureau du Parlement européen à Marseille et sur le site YouTube du Parlement européen en France. Donc, avant de passer la parole à Nicole Ouvrard pour débuter les échanges, je donne maintenant la parole à André Bernard, président de la Chambre d'agriculture régionale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et si j'ose dire, père du salon MedAgri quand vous étiez à la Chambre d'agriculture d'Avignon. Monsieur Bernard, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette conférence sous une forme un peu particulière parce qu'effectivement, nous vivons depuis 3 jours le salon MedAgri sous une forme que nous impose la situation sanitaire. Je pense que c'est une belle aventure que nous avons lancée et pouvoir avoir un échange sur un sujet comme la PAC depuis Avignon avec vous qui êtes un peu partout à Marseille ou à Bruxelles ou dans vos permanences, c'est une belle aventure et je pense que ça montre aussi que l'agriculture, qui est quand même une force vive de ce territoire, sait s'adapter, ne cesse d'innover pour répondre aux défis de l'adaptation au changement climatique, la réponse des attentes sociétales et du marché. Et j'espère que la réforme de la PAC dans laquelle on est, avec ce qui se prépare pour les années à venir, nous permettra de surmonter un certain nombre d'éléments que nous impose le marché, que nous impose la réglementation et je dirais qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'adaptation au changement climatique parce qu'effectivement, les choses vont pas aussi vite que le numérique, mais vont quand même très vite. Ils vont beaucoup plus vite que ce que peut supporter la nature et ce qu'on peut supporter. Donc effectivement, à travers la réforme de la PAC, j'espère qu'il va y avoir un certain nombre de mesures et de moyens surtout pour qu'on puisse s'adapter, faire que l'agriculture puisse continuer de jouer son véritable rôle d'acteur du territoire en produisant de l'alimentation et en préservant l'environnement et en remettant de la biodiversité là où c'est nécessaire. Mais tout cela, ça a un prix, ça a un coût, ça demande de l'engagement humain, de l'engagement financier. Et je pense qu'une juste redistribution de l'intervention de l'Europe sur les territoires agricoles, qu'ils soient en plaine ou en montagne, et que certains événements que nous subissons, et malheureusement, j'ai une pensée particulière pour mes amis dans la région des vallées, dans le 06, ces 15 derniers jours,
montre bien qu'effectivement, il faut que l'on soit très innovant et très rapide à l'adaptation. Et pour terminer, je termine mon propos avec la problématique de la répartition de l'eau dans le temps et sur l'espace. Je pense que nous avons un challenge à développer. La région Provence-Côte d'Azur a su, avec des aménagements sur Ponson-le-Verdon et une gestion économe de l'eau et les travaux que nous menons pour réduire la consommation d'eau, fait qu'on peut aller encore plus loin. Mais pour aller plus loin dans l'économie d'eau, il faut pouvoir la sécuriser, la répartir sur tout le territoire. Et certains de nos territoires aujourd'hui ne sont pas équipés. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels j'espère qu'on aura l'occasion de revenir au cours des débats avec mesdames et messieurs les parlementaires. Merci, bienvenue à Avignon. Je vous recède la parole et j'espère qu'on va passer un temps qui va être profitable à l'avenir de la région, de notre agriculture et bien sûr de la PAC en général. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement très heureuse, moi aussi, d'accueillir, d'animer ce webinaire consacré à la PAC post-2020. Bon, alors, même si cette date du 15 octobre est prévue depuis très longtemps, je dois avouer que notre débat tombe à point nommé, puisqu'on est effectivement à la veille d'une semaine marathon de la PAC, donc la semaine prochaine, puisqu'il y a à la fois le Conseil des ministres de l'Agriculture qui va finaliser sa position sur la PAC et le Parlement européen qui doit donc adopter lors de la session plénière donc, du 20 octobre au 23 octobre sa position de négociation définitive sur la future PAC. Alors, ce vote en plénière doit porter donc, sur 3 règlements. Donc, je reprécise tout ça parce qu'effectivement, tout cet enjeu de la PAC est assez compliqué. Donc, on va essayer de décrypter tout ça pour ceux qui savent, qui connaissent bien, mais aussi pour ceux qui maîtrisent moins bien. Donc, il y a 3 textes. Donc, un texte sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, donc ce qu'on appelle l'OCM unique. Un texte sur le financement, la gestion et le suivi de la PAC, ce qu'on appelle le règlement horizontal, donc qui définit notamment les contrôles, et un texte sur les plans stratégiques. Voilà. Alors, donc, tout à l'heure, Muriel Moret vous a présenté donc, nos 4 invités. Bonjour à tous. Et ce que je vous propose, c'est que l'on commence par poser le contexte. Et j'aimerais avoir votre sentiment sur ce contexte général. On est dans une situation un peu particulière puisque la Commission environnement du Parlement européen dispose cette fois-ci d'une compétence partagée avec la Commission agriculture, donc sur certains articles de règlement ayant trait plus particulièrement à l'environnement. Donc c'est la première fois en fait que la Commission environnement a autant de pouvoir dans la négociation de la PAC. Et il se trouve que depuis quelques semaines, le dialogue entre la Commission agriculture et la Commission environnement a été un peu difficile. Donc, je veux bien que vous me fassiez un petit commentaire autour de ça. Est-ce que ça a des conséquences et est-ce qu'on risque d'avoir justement un enlisement des négociations avec un nombre d'amendements conséquents de la part de la Commission environnement? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, les choses sont en train de se régler gentiment? Voilà, qui veut prendre la parole en premier? Peut-être, puisqu'on est sur cette approche générale, Éric Andrieux, est-ce que vous voulez démarrer là-dessus? Et pourquoi moi? Mais oui, je veux bien, avec plaisir. Non, d'abord, merci à Muriel Mouret de cette organisation. Merci à vous, Madame Voire, pour la modération. Et un clin d'œil à André Bernard pour le remercier et le féliciter de cette organisation qui maintenant s'installe dans le paysage agricole français. Et pour nous, les Méditerranéens, finalement, auxquels j'appartiens, donc c'est pas un événement mineur. Voilà, merci pour nous permettre de nous exprimer. Et puis je salue mes collègues Anne, donc Jérémy et Benoît également, avec qui nous allons discuter et échanger.
Oui, le contexte, il n'est pas, si vous me permettez, peut-être on va essayer de faire vite, hein, mais le contexte, il n'est pas uniquement dans la difficulté entre la com en vie et la com agri. Le contexte, je crois qu'il est plus général, c'est-à-dire que on travaille sur la réforme de la PAC. Déjà, je vais faire un peu le dinosaure dans le Parlement, mais depuis l'ancien Parlement, finalement, nous discutons sur la Commission depuis 2018 maintenant. Nous sommes en 2020, donc ça traîne. Vous savez que l'ancienne Comagri avait voté avant la fin du mandat donc, les textes, les 3 rapports. Que ces rapports-là, donc dans une configuration classique et normale, ces rapports-là ont été réouverts, donc et un certain nombre d'articles ont été donc réouverts à la discussion depuis cette nouvelle mandature. Et c'est dans cette nouvelle mandature que la Commission de l'environnement a vu ses compétences partagées pour pouvoir intervenir. Pourquoi? Alors, d'abord, je pense que parce que lors de la dernière PAC, je vais faire un petit peu le lien entre les deux, comme ça me permettra de jouer mon rôle de passeur finalement entre les deux mandats. Dans la dernière PAC, depuis le début, mais de façon collective, je crois que nous disions pour les anciens, j'en faisais partie, que le texte de la Commission à l'origine, la communication de la Commission sur la réforme n'était pas à la hauteur des enjeux. Et on va le voir, je pense, tout au long de nos discussions de tout à l'heure, puisque donc les enjeux déjà étaient d'ordre environnementaux, pas aussi prégnants qu'aujourd'hui, mais ils étaient déjà très présents, et on sentait bien poindre la volonté d'un changement, d'une esquisse de changement de modèle agricole, non pas contre le secteur, et justement pour l'accompagner le secteur dans une mutation profonde. Et donc, il y avait cette question-là qui était posée dans l'ancien mandat. Et l'autre question qui a été posée par le texte produit par la Commission, c'était le souci de la renationalisation. Il fallait à tout prix garder le commun de la PAC et éviter la renationalisation. Ça, c'était le sujet de la dernière. Et ces sujets-là sont restés latents jusqu'à cette réforme-là, jusqu'à cette réouverture des articles, à part qu'en plus de ces questions-là posées dans l'ancien mandat, est advenu un élément majeur nouveau, donc c'est l'enjeu climatique qui est apparu avec force, je dirais presque dire pas et fracas, mais avec force dans nos discussions. Et du coup, la Commission européenne, vous le savez, nous avons débattu là-dessus, nous avons voté ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert, et ensuite a introduit 2 textes qui ne sont pas encore débattus au Parlement, c'est le farm to fork, le lien entre la ferme et la fourchette, et la stratégie de biodiversité. Mais dans tous les cas, collectivement, nous sommes d'accord pour dire que l'enjeu climatique est un enjeu, je dirais, presque matriciel de la FAC qui s'organise. Et que de ce fait, et je vais m'arrêter là pour ces propos introductifs un peu longs, je m'en excuse, mais c'était pour recadrer le contexte, hein, de ce fait, la notion, comment dire, de diminution de gaz à effet de serre, c'est plus qu'une notion, cette obligation dans la réduction de gaz à effet de serre à faire entrer l'environnement, la Commission environnement dans la PAC, parce qu'effectivement, il en va d'un enjeu environnemental majeur qui est le réchauffement climatique et donc la diminution des gaz à effet de serre. Et que le travail qui s'est fait entre Envie et Agri, mais il n'est pas simple parce que ce n'était pas dans nos pratiques, il faut être clair, à la Commission Agri, de devoir partager les compétences de la Commission Envie. Or, ça veut dire que ça repose un problème et un enjeu stratégique majeur, c'est comment l'agriculture peut participer de la diminution, même elle le fait déjà, de façon plus forte et organisée et structurée, des gaz à effet de serre. Est-ce que nous y sommes parvenus? Mais on va le voir dans nos discussions. Certains pensent que oui, et d'autres pensent que non. C'est ça l'objet donc du débat qui va s'ouvrir aujourd'hui et la semaine prochaine à travers le vote. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Oui, Anne? Oui, bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous dire que je m'excuse là d'être avec mon masque toute l'après-midi pour cette visioconférence, mais je suis en transit à l'aéroport de Nice, pas très loin de chez vous, Président Bernard, mais je dois rejoindre les élus de la montagne ce soir en Corse pour parler d'agriculture justement. Voilà, alors je salue aussi tous mes collègues, mais aussi tous ceux qui participent à ces échanges qui, à n'en pas douter, seront intéressants cet après-midi et finalement prolongeront les discussions que nous avons l'habitude d'avoir au Parlement. Alors, pour rebondir sur votre question et pour parler du contexte général, il faut dire que ce contexte est quand même assez particulier. Éric Andrieux a rappelé les changements qu'il y avait eu au Parlement avec une prise en compte peut-être
et l'arrivée de nouveaux élus plus verts, je dirais, donc plus orientés sur les sujets liés à l'environnement, dans les groupes classiques aussi. On sent cet intérêt croissant qui révèle finalement les attentes de la société. Mais donc une poussée verte au Parlement, mais également à la Commission européenne. Donc effectivement, le contexte a changé pour nos discussions. Et voilà pourquoi aussi, eh bien, nous avons repris un certain nombre de points. Alors, dans ma famille politique, nous sommes évidemment engagés, nous aussi, très préoccupés par cette question de transition écologique, mais peut-être avec une vision un peu différente à celle d'autres groupes politiques. J'ai entendu Éric Andrieu qui a vraiment beaucoup parlé de l'environnement. Moi, j'ai envie de dire environnement, oui, mais ça doit se faire de manière pragmatique. Et je crois qu'il faut qu'on ait un double regard. Le regard sur l'environnement, mais aussi le regard économique en s'intéressant au rôle des agriculteurs, aux revenus des agriculteurs, ces agriculteurs qui jouent un rôle essentiel dans nos territoires, dans des territoires qui sont parfois délaissés par ailleurs. Donc en termes d'emploi, ils ont un rôle essentiel. Donc notre approche est celle-ci, c'est vraiment d'allier ces doubles objectifs. Alors les discussions sont difficiles au Parlement entre la commission de l'environnement et la commission de l'agriculture, mais je dirais pas seulement sur le sujet lié à l'agriculture. Nous avons voté il y a quelques jours un texte portant sur les enjeux climatiques de manière plus générale. Et finalement, on s'est rendu compte, on a les mêmes discussions que celles que nous avons aujourd'hui sur la PAC. Qu'est-ce qui se passe? On est sur un objectif chiffré pour décrire une ambition environnementale. Et finalement, toutes les discussions s'organisent autour de ça sans qu'on travaille réellement le fond. Et bien évidemment, les groupes sont dans la surenchère environnementale. C'est ce qu'on a remarqué sur le climat il y a une dizaine de jours. Et je crains fort que la semaine prochaine, lorsqu'on votera sur les plans stratégiques, une grosse partie des discussions et des débats, et c'est sans doute ce qui sera repris dans la presse aussi, vont se focaliser sur le pourcentage des éco-régimes. Il y a un accord là-dessus aujourd'hui. Cet accord est loin d'être parfait, mais c'est un compromis, on y reviendra. Et moi, ma crainte, c'est qu'il y en ait qui poussent pour aller beaucoup plus loin, et d'un autre côté, il y en a qui considèrent que c'est pas suffisamment. Donc voilà, donc la porte est ouverte et j'espère que le point d'arrivée sera le bon. Mais en tout cas, dans cette ambiance du Parlement aujourd'hui, je remarque ça par rapport à la mandature précédente. On se focalise vraiment sur un point particulier. J'aimerais qu'on ait une vision un petit peu plus large en tenant compte davantage des aspects économiques. Ok, eh ben on va, voilà, peut-être Benoît plutôt, si vous voulez prendre la parole. Ouais, j'étais prêt. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui, donc moi sur le constat, on va partager le constat d'Éric et de Anne, il n'y a pas de souci. En revanche, sur les conséquences et ce que ça a pu déclencher, il faut quand même apporter des précisions. C'est-à-dire que le fait que la commission Envie ait cessé les discussions avec la commission Agri, ça a permis d'attirer l'attention sur le sujet agricole et de replacer justement cette question agricole dans un véritable débat de société à l'intérieur des groupes politiques. C'est-à-dire que le sujet de l'agriculture, qui est en général porté par les spécialistes de l'agriculture, dans des approches parfois corporatistes d'ailleurs, c'est peut-être ça qui blesse, ou c'est peut-être là où le bas blesse, a permis justement de replacer ce sujet dans un vrai débat de société où on aborde l'agriculture aussi par le prisme de son rôle sur le climat, de son rôle sur la biodiversité, de son rôle sur la souveraineté alimentaire avec les éclairages que nous ont permis la crise sanitaire de la Covid. Et donc, moi, je trouve ça plutôt intéressant comme exercice parce que même si la PAC, comme son nom l'indique, s'adresse aux agriculteurs, ça reste un gros budget. C'est le budget le plus important de l'Union européenne. Ça reste
une politique publique extrêmement transversale, et c'est là où peut-être je vais commencer à diverger sur la position d'Anne. C'est parce que justement, on regarde les choses avec beaucoup de transversalité dans une approche globale que les choses ont tendance à bouger, et le biais peut-être qu'a introduit Anne par rapport au fait qu'on est très focalisé sur l'environnement, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on est effectivement focalisé sur l'environnement, mais dans une approche où on cesse d'opposer des approches écologiques avec l'approche économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments, suffisamment de connaissances pour faire la démonstration qu'une approche écologique, une approche en faveur du climat, en faveur de la biodiversité, n'étaient pas forcément des approches qui venaient télescoper la dimension économique de l'activité agricole. Et donc, c'est ça qu'on essaie, dans cette approche globale, de porter, c'est-à-dire faire de la PAC un outil, un levier de transition vers cette agriculture attendue par la société, mais qui s'adresse aussi et surtout aux producteurs en les accompagnant dans cette transition et faire en sorte que dans cette transition, on atteigne des objectifs importants qui sont ceux du Green Deal avec la stratégie de la ferme à la fourchette, et de la biodiversité. Ça me paraît fondamental que la politique publique s'engage pour atteindre les objectifs qui sont annoncés par la Commission dans ces deux stratégies, mais se tourne vers les agriculteurs pour leur permettre de sortir d'une crise économique qui n'est pas contestable, où un agriculteur se suicide tous les jours, où un tiers d'entre eux vivent avec moins de 350 € par mois, un cinquième d'entre eux ne se dégage même plus de revenus. Il faut que la PAC retrouve ces éléments-là. Mais opposer cet enjeu-là avec l'enjeu de l'écologie me paraît être une approche biaisée, parce qu'aujourd'hui, on sait pratiquer une agriculture qui satisfait ces enjeux tout en répondant aux attentes économiques des agriculteurs. Et pour reprendre, sans paraphraser personne, on a des études qui montrent de plus en plus que quand on est dans le rouge, plus on fait vert, plus vite on sort du rouge. Ok. Jérémy de Serles, si vous voulez poser un peu le contexte, vous aussi. Merci beaucoup. Alors, je suis le dernier de nous quatre à être arrivé en politique, donc c'est normal que je parle en dernier. Mais du coup, pour cette question, vous verrez, je vous ai mis en premier. Hein, on tournera. Non, ça me dérange pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, effectivement, le constat et le contexte est difficile c'est difficile de nous opposer sur ces sujets-là. On est à peu près tous dans le même moule. Peut-être dire qu'effectivement, par rapport à votre question initiale et puis au rapport entre la commission agriculture et la commission environnement, il y a eu un processus de travail entre les deux commissions qui a un peu explosé en plein vol. Ça n'a pas empêché les groupes, les uns les autres, les députés de continuer d'essayer de travailler ensemble. Et on se retrouve aujourd'hui sans trahir aucun secret parce que ces éléments-là sont publics, avec un rapport sur les plans stratégiques où justement on retrouve les compétences de la commission environnement avec pas loin de 500 amendements, dont 100 qui viendront de la commission environnement à peu près. On doit être dans ces eaux-là. Donc voilà, il va y avoir encore du débat. Moi, là où je rejoins quand même un petit peu Anne Sander, c'est que moi je regrette en tant qu'agriculteur qu'on n'ait pas passé la même énergie à fixer le pourcentage d'éco-scheme qu'à se fixer des objectifs en matière de démographie agricole par exemple, ou d'organisation de filières pour regagner de la valeur ajoutée, ou par exemple aussi de mise en place de nouveaux outils pour gérer les risques agricoles, pourquoi pas aussi de travailler sur des systèmes assurantiels. Ça nous a pas pris beaucoup de temps. Alors, je dis pas qu'on n'a pas traité ces sujets-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas passé le temps, à mon avis, nécessaire pour essayer de les améliorer. Et c'est là où moi, je trouve que l'équilibre, je ne veux pas parler d'opposition, mais que l'équilibre entre la dimension environnementale de la prochaine politique agricole commune, qui peut aussi être économique, a malgré tout pris le dessus sur une dimension où les attentes
des agriculteurs sont en tout cas plus palpables. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs ne veulent pas faire d'écologie, ça veut juste dire qu'eux, ils ont besoin aussi d'orientation économique un peu claire. Ils savent de toute façon que la politique agricole commune, et c'est bien, sera plus écologique que la précédente. Par contre, il faut aussi des certitudes et des orientations et une vision économique qui, pour moi, en tout cas, ça ne me saute pas aux yeux, soit réellement présente dans la prochaine politique agricole commune qu'on votera la semaine prochaine. Mais tout n'est pas fini non plus. Il y aura aussi l'étape du trilogue et ce sera aussi le moment, si tant est qu'on pense qu'il y a un équilibre meilleur à trouver, de replacer des positions. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors justement, effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire que cette prochaine PAC va permettre de mieux nourrir les Européens, d'agir sur la souveraineté alimentaire, qui est un sujet qui est redevenu prégnant depuis la crise de la Covid. Et il y avait une question aussi qui m'est parvenue puisque les personnes, quand chacun, quand il s'est inscrit, pouvait faire remonter des questions. Donc, j'ai intégré ces questions au fur et à mesure de notre dialogue. Il y a une question qui venait d'Île-de-France. En quoi la future PAC, justement, va intervenir sur la structure des exploitations, donc plus ou moins de concentration des exploitations, d'agrandissement, installation, renouvellement des générations. Voilà, là aussi, celui qui veut prendre la parole, peut-être Jérémy, sur ces questions d'installation, vous êtes en tant qu'ancien président des JA, vous pouvez peut-être réagir justement. Est-ce que vous avez une crainte que ça n'agisse pas suffisamment, que la PAC n'ait pas suffisamment de poids là-dessus? Je n'ai pas le monopole sur ces questions-là, juste Bien parce sûr que que non. l'historique est ainsi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les sujets oubliés ou pas assez traités en profondeur, la question démographique agricole au niveau européen, effectivement, ça en fait partie. Il y a 5% des agriculteurs qui ont moins de 35 ans. Sans doute que dans ceux qui écoutent, on m'a déjà entendu dire ça et mes collègues le savent très bien. Et il y a que 50%, il y a plus de 50% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Ça aurait été pas mal dans cette politique agricole commune que cette question-là soit un peu approfondie et que surtout on essaye d'y apporter des réponses un peu solides. On n'a pas de quoi rougir du travail qui est fait en France en matière d'installation et d'accompagnement à l'installation. Néanmoins, on aurait eu une politique un peu plus ambitieuse au travers pour l'installation au travers des négociations qu'on aura la semaine prochaine, des discussions qu'on aura la semaine prochaine, ça n'aurait pas été mal. Après, voilà comment on va réussir ou comment on va essayer d'intervenir sur les exploitations agricoles dans les choses qui sont aujourd'hui dans le paquet de négociations ou en tout cas qui viendront au travers de divers amendements. Il y a la question de l'actif agricole, de sa définition et de comment demain on essaye aussi, sans faire un processus révolutionnaire, mais comment on essaye d'adapter un peu le système de distribution des aides, plutôt en fonction des hommes et des femmes que des hectares. Je ne dis pas que ça se fera dans la prochaine PAC, je dis qu'il y a des éléments qui nous permettent d'ouvrir la porte et d'imaginer peut-être les choses un peu différemment. Donc ça, ce sont des options sur lesquelles nous devrons demain travailler. Voilà, après, en matière d'installation, il y avait des ambitions de la Commission qui allaient aussi dans ce sens-là. Je pense que ce soit dans le premier pilier ou au travers du deuxième, nous devons de fait renforcer ces questions-là. Mais pour qu'il y ait des installations, ça nécessite aussi que le métier gagne en attractivité. Et donc, l'attractivité, elle se trouvera aussi par nos capacités à mettre des mesures économiques attractives. Voilà. D'accord, merci. Quelqu'un veut réagir ou alors on passe… Oui, Benoît? Oui, je voulais réagir parce que Jérémy a amorcé la réponse. Je vais d'abord répondre là-dessus sur la problématique de la démographie, de l'installation, de l'agrandissement. C'est des sujets qui sont étroitement liés. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut attaquer les problèmes à la cause
Et une des causes, et Jérémy l'a amorcé, et moi j'ai envie d'amplifier le mouvement, c'est justement la méthode de distribution des aides publiques de la PAC. C'est-à-dire qu'on distribue les aides publiques de la PAC par unité de surface. Et on comprend bien la mécanique que ça met en place. Ça met en place des mécaniques d'agrandissement et ça pénalise les politiques d'installation. Parce que plus on a d'hectares, plus on a d'aides, plus on a d'aides, plus on achète d'hectares. Et on a compris comment on a assisté à la disparition de 50% des agriculteurs en 20 ans. Et pourquoi la politique d'installation est en panne, malgré les efforts effectivement de certaines, et en particulier des jeunes agriculteurs, pour conduire des politiques d'installation. Tant qu'il y aura une rente foncière, d'argent public derrière chaque unité foncière, on ne sera pas dans des logiques favorables à l'installation et à l'endiguement de l'agrandissement. Donc il faut vraiment revisiter ça. Et moi, contrairement à Jérémy, je pense qu'il faut qu'on essaie d'imaginer une vraie révolution sur la distribution des aides publiques. Et donc, ça fera l'objet d'un amendement qui sera porté par mon groupe pour faire disparaître les aides publiques par unité de surface et avancer sur une trajectoire en 2027 où elles auront disparu et où, effectivement, on préférera la distribution par unité de main-d'œuvre qui redonnera de la vigueur à la politique d'installation, qui empêchera l'agrandissement et qui permettra de redonner une signification économique à l'activité agricole. Sur l'autre sujet, parce que Nicole, vous avez posé une question sur la souveraineté alimentaire. Là encore, on va être très concret, puisque maintenant on a déposé les amendements, donc on peut commencer à discuter de très concrètement ce qu'on propose. C'est tout l'intérêt de poser cette table ronde maintenant, effectivement. L'article 33 dans la PAC réintroduit et vise quelque part à graver dans le marbre les accords de Blair House. Que disent les accords de Blair House ? Et cette demande vient d'une discussion qu'il y a eu entre M. Juncker et Phil Hogan à l'époque et le président Trump, à l'époque où il y avait des difficultés entre Airbus et Boeing. Et voilà. Et donc, il y a eu un certain nombre d'engagements de l'Union européenne aux États-Unis et la remise en selle de l'accord de Blair House qui avait disparu de la PAC de 2013 et qui là réapparaît dans cet article 33. Et que dit cet accord de Blair House ? C'est qu'on limite les surfaces en protéagineux qu'on peut déployer et qu'on peut emblaver sur les terres agricoles européennes. C'est quand même absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'on peut continuer, et le président, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, peut continuer de nous parler de plan protéines. Mais tant qu'on aura ce genre d'article gravé dans le marbre et présent dans la PAC, eh bien, on peut toujours en parler, mais on est bloqué par un accord qui lie les États-Unis et l'Union européenne pour essayer d'éteindre un conflit qui n'a rien à voir avec l'agriculture et où l'agriculture, une fois de plus, sert de monnaie d'échange à l'apaisement de difficultés entre les deux continents. Donc voilà, donc nous on dépose clairement un amendement de retrait de cet article 33. Ok. Anne Sander. Oui, je voudrais réagir sur 3 points. La question que vous évoquez sur l'autonomie alimentaire de l'Union européenne. Je crois que la crise du Covid nous a montré que c'était un point essentiel, qu'on avait peut-être un peu oublié, mais aujourd'hui, on a pu passer ces semaines difficiles justement parce qu'on a eu notre agriculture, une agriculture qui a vraiment assuré une agriculture essentiellement de proximité. Donc évidemment, aujourd'hui, cette question est posée avec une volonté sociétale aussi, d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Alors, plusieurs points sur lesquels il faut intervenir. Évidemment, la politique commerciale de l'Union européenne, mais aussi un sujet qui, moi, m'inquiète. Alors, ce n'est pas directement dans le cadre de la politique agricole commune, mais c'est dans le cadre des stratégies qui ont été lancées et pour lesquelles on attend des textes législatifs plus précis. Donc, la stratégie de la ferme à la fourchette et aussi la stratégie qui porte sur la biodiversité. Et quand on regarde les grandes orientations qui sont données dans ces stratégies, eh bien, les études aujourd'hui nous disent quand même que nous risquons d'arriver à une baisse de la production agricole en Europe.
parce qu'il devrait y avoir plus de surfaces non cultivées, par exemple, parce qu'on sait aussi que si on réduit les intrants, eh bien, on produit moins. Enfin, voilà, donc il y a toute cette direction, toute cette stratégie qui est lancée. Et donc, j'espère que ça pourra se faire là aussi de manière pragmatique, parce que notre objectif, c'est vraiment notre autonomie alimentaire. Un deuxième point que vous avez évoqué, c'est la restructuration des exploitations agricoles qui pourrait être une des conséquences de la PAC. Je dirais là, il va falloir que les choses se précisent. Nous avons au niveau des éco-régimes, par exemple, un certain nombre de mesures qui vont être proposées, qui vont être, validées. Et donc, pour les agriculteurs, pour lesquels l'aide de base va diminuer, eh bien, il va falloir qu'ils se mobilisent pour aller récupérer ces éco-régimes. Et donc, ils vont changer leurs pratiques, peut-être aussi leur culture. Et je crois qu'il est un peu trop tôt pour dire aujourd'hui dans quel sens les choses vont évoluer. Évidemment, l'idée, c'est d'accompagner la transition dans un objectif incitatif, mais je pense que là, effectivement, il pourrait y avoir des changements. Et puis, rappeler quand même les mesures qui là aussi, sont sur la table pour aller vers plus de convergence, et en particulier vers de la convergence interne à 100% à l'horizon de 2026. Je crois que ça doit se faire de manière raisonnable pour permettre aux agriculteurs qui ont des modèles économiques, eh bien, de s'adapter progressivement. Je ne crois pas qu'on puisse, en un claquement de doigts et en un an ou en 2 ans, demander aux agriculteurs de changer complètement, parce que forcément, la convergence aura des gagnants et aura des perdants. Donc, ça doit se faire progressivement. Et puis, peut-être encore un point Jérémy a évoqué l'installation. Alors, les mesures qui avaient déjà été votées sur l'installation des jeunes restent. On aurait sans doute pu aller plus loin, c'est certain. Les États membres aussi, dans le cadre du deuxième pilier, pourront continuer à développer des outils. Mais je crois qu'il y a aussi un travail, je dirais, collectif que nous, les élus, devons mener. Alors, je ne parle pas des élus qui sont présents aujourd'hui, parce qu'on a des sensibilités différentes, mais on est tous là pour défendre les agriculteurs, l'image de l'agriculture, et plutôt de l'agriculture familiale comme on la connaît, en tout cas aujourd'hui encore en France. Mais je crois que de manière générale, eh bien, les élus ont cette responsabilité de faire en sorte de changer aussi leur discours, parce que je vois parfois certains élus eh bien, qui alimentent cette agribashing qui peut se développer dans la société. Alors, ce n'est pas toujours dirigé directement contre les agriculteurs, mais enfin, on sent quand même que c'est parfois difficile. Moi, j'ai autour de moi des agriculteurs, notamment qui font de l'élevage et qui subissent des infractions sur leur exploitation, qui sont insultés, enfin, avec des gens d'associations qui vont dans les exploitations la nuit. Voilà, donc c'est des situations assez difficiles à vivre. Donc moi, je peux concevoir pour un jeune qui doit s'installer aujourd'hui avec beaucoup de contraintes, beaucoup d'aléas, des aléas de tout ordre, eh bien avec cette pression supplémentaire sur l'image de ce qu'ils font, eh bien ça peut en décourager certains au-delà de l'aide financière qu'on peut leur apporter par ailleurs. Très bien, merci. Éric Andrieux. Oui, merci. Merci. En fait, sur vos questions, après, on élargit, c'est bien normal. Hein. Mais je reviens à vos questions donc, sur la souveraineté alimentaire donc, et le mieux nourrir, finalement, c'était vos questions initiales. Oui. Moi, je pense que c'est la souveraineté alimentaire, oui, c'est souveraineté et ce qui est son corollaire à la sécurité alimentaire, c'est deux enjeux majeurs qui nous occupent, je crois à tous. Mais ce qui apparaît clairement aujourd'hui, c'est que ce n'est pas à l'échelle nationale qu'on va régler le problème, mais c'est à l'échelle européenne, donc on peut y participer. Et si on refait une petite histoire donc, rapide, il ne faut pas oublier que c'est quand même en 1986, donc à Punta del Este, donc en Uruguay, qu'on a pris cette décision
que moi je considère dramatique, de faire entrer l'agriculture finalement dans les accords multilatéraux, c'est-à-dire donc dans la scène mondiale donc, du libre-échange, et que depuis, donc, on essaie de trouver une réponse à ce modèle qui est dérégulé finalement l'ensemble donc du système. Et que c'est à Blair House, puisqu'on a fait référence à Blair House, de nous en parler, donc de mémoire 1993, je crois, donc 6 ans après, avant l'accord de Marrakech de 1994, où on a acté le principe de l'aide à l'hectare. Et que depuis, on traîne, c'est-à-dire effectivement, on voit bien que le modèle d'accompagnement donc, du secteur, on est passé de l'aide au soutien au prix à l'aide à l'hectare, tout le monde était d'accord là-dessus, à part que les États-Unis, très vite, à partir de 2003, sont revenus à l'aide contracyclique. Et nous, depuis 2003, on est toujours sur ce modèle-là, de l'aide à l'hectare, qui ne permet pas, ça c'est clair, de changer ou d'accompagner le changement du modèle agricole. Et que quand je dis ça, c'est que un des points qui nous réunissait à tous dans l'ancien mandat, je crois aujourd'hui, c'était la question ou l'inquiétude de la renationalisation de la politique agricole commune. Eh bien, aujourd'hui, on y est. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'éco-scheme, pour moi, dans tous les cas, ce n'est pas un problème de montant, de pourcentage. Vous savez, dans l'ancienne PAC, en fait, cette PAC, il n'y a rien qui change. C'est l'adage, si vous voulez, il faut que tout change pour que rien ne change. Quand je regarde les structures des deux piliers, on peut faire un copier-coller, si vous voulez. Et c'est peut-être meilleur du point de vue dans le détail de mesurer, ce que j'appelle moi le concours d'épines des mesurettes environnementales sur les BCAE, les bonnes pratiques environnementales. Mais globalement, sur le premier pilier, nous avions quoi dans l'ancienne PAC? Nous avions 30%, ce qu'on appelait le verdissement, avec 3 critères européens: les surfaces d'intérêt écologique, la diversification des cultures et les prairies naturelles. Eh bien, aujourd'hui, on a 30% pour les éco-schemes. Mais la grosse différence, c'est que d'abord, la première, ça n'a pas marché, mais on n'a pas évolué. Pourquoi le verdissement n'a pas marché dans l'ancienne réforme? J'attends encore les évaluations que nous avons promis la Commission depuis maintenant pas mal d'années. Donc, et on invente les éco-schemes. Qu'est-ce que c'est que les éco-schemes? C'est qu'en fait, on transfère, moi je dis souvent, on va passer les clés du camion de la réforme aux États membres, ou les clés du tracteur si vous préférez. On transfère la responsabilité de mise en œuvre donc, des éco-schemes aux États membres. C'est-à-dire qu'on a une liste sur l'article 28 d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de mesurettes que j'appelle environnementales, dans lesquelles donc, les États membres vont devoir choisir, donc c'est obligatoire pour les États membres d'en choisir quelques-unes, et dans lesquelles chaque agriculteur, de façon optionnelle, va pouvoir choisir. C'est-à-dire que si on avait voulu inventer un système pour augmenter la distorsion de concurrence à l'échelle communautaire, on n'aurait pas fait mieux. Donc, en fait, on transfère, alors qu'il y a un enjeu global de souveraineté internationale, et je vais y revenir, nous, au lieu d'y répondre à l'échelle du continent, on divise en 27 morceaux, si vous voulez, la mise en œuvre de la réforme. Donc, ça veut dire que cette réforme-là, en rien, elle ne répond à l'aspect commun de la politique agricole commune. Et moi, je suis très inquiet, je vous le dis très sincèrement, je fais partie de ceux qui pensent que c'est la dernière politique agricole commune que nous signerons, que nous voterons donc au niveau européen. Et je suis bien assez d'accord pour le signer. Et en matière de souveraineté, j'entends bien ce qui est dit donc, par Anne, on a tenu pendant la crise. Mais il faut être très vigilant, on a tenu parce que le secteur s'est organisé pour que l'on tienne. Mais dans la réalité, si vous voulez, la question est très sensible. Au moment où nous parlons, vous savez que c'est surtout les stocks de céréales qui conditionnent les équilibres en matière de souveraineté et de sécurité alimentaire. Au moment où nous parlons, il faut savoir que le stock de céréales, il y a 50% dans le monde du stock de céréales qui est stocké par la Chine. Ça veut dire que nous discutons là aujourd'hui, la Chine a devant nous donc plus de 50 jours d'autonomie alimentaire. Pardon, autant pour moi. Elle a 9 mois, je crois, elle a 9 mois de réserve en matière d'autonomie alimentaire, là où nous, au niveau européen, nous avons 43 jours. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut poser sur la table et qui posent les conditions de stratégie en matière d'autonomie alimentaire. Mais ce n'est pas en faisant une renationalisation de la PAC qu'on va répondre à ces questions-là de stock, répondre à ces questions-là d'autonomie donc protéagineuse, etc., etc. Je crois qu'il faut vraiment mesurer ce dont il est question. Et quant au mieux manger, donc, je pense qu'il faut voir l'incidence. On n'est pas en train d'opposer environnement et agriculture. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais il n'y a pas de surenchère environnementale, quoi. Ça, c'est la différence entre les conservateurs, mais c'est la démocratie, donc, et peut-être les progressistes, quoi. Il y a une réalité. Le comportement du consommateur évolue, il est différent, et du coup, le rapport, comment dire, à tout ce qui est de la substance, c'est-à-dire ce qu'on ingère, solide ou liquide, évolue également. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on s'arc-boute sur des pratiques,
voilà, ça c'est les conservateurs, sont essayer d'anticiper et de répondre à l'évolution du monde. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'agriculture mérite beaucoup plus de respect donc, hein, et qu'elle participe au changement sociétal. Et que de ce fait, oui, l'agriculture dans la captation du carbone avec les prairies naturelles, là on recule sur la PAC par rapport à la PAC entière. La question donc, des traitements des sols, de protection des sols ou de l'eau, en fait globalement de la ressource donc, hein, on doit valoriser et financer, participer du financement des aménités positives ou des externalités positives pour donner de la splendeur, de la splendide donc, hein, au monde agricole. Quoi. Et pas rester, si vous voulez, sur un système arc-bouté qui va, en in fine, donc, hein, détruire le secteur et dans tous les cas le déséquilibrer. Et quand on regarde la PAC aujourd'hui, ce qui est sur la table, si vous voulez, ça ne répond pas du tout aux objectifs ambitieux que nous devrions donner au changement de modèle agricole. Bon, alors essayez de faire des réponses plus courtes parce que sinon je ne vais pas pouvoir poser beaucoup de questions. Merci. Alors, il y a effectivement, vous avez introduit les sujets suivants, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qu'il y a on va dire, de nouveau dans l'organisation de cette PAC. Il y a la question autour des plans stratégiques et vous avez déjà commencé à en parler, et la question de l'architecture verte, effectivement. Alors, sur les plans stratégiques, on ne va pas rentrer dans le détail des plans stratégiques, évidemment, parce que ce serait beaucoup trop long, mais la question qui se pose derrière ces plans stratégiques, c'est le risque, effectivement, de renationalisation. Jusqu'où il faut aller, on va dire, en termes de flexibilité, entre laisser aux États membres pour construire ces plans stratégiques. C'est un vrai sujet et j'imagine que vous allez être sans doute très prudent sur cette question-là. Je ne sais pas, Anne Sander, je vois que vous hochez la tête, et puis Jérémy de Serle ensuite. Oui, mais je dirais que c'est un des enjeux essentiels de cette nouvelle PAC. Éric l'a dit, et je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il a dit, mais là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est tout l'enjeu, c'est vraiment de maintenir le caractère commun de cette politique agricole commune. Et ça va être là toute la difficulté, parce que les plans stratégiques, c'est des plans qui vont être montés dans les différents États membres en tenant compte des spécificités de chaque État membre. Et c'est vrai, chaque État membre est différent, avec des règles différentes, avec, comme on parle d'agriculture, avec des sols, avec des climats différents, mais aussi avec une organisation, une fiscalité et des règles sociales différentes. Et ça va être là l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre suffisamment de flexibilité qu'on va laisser aux États membres pour tenir compte de ces spécificités et des règles communes pour éviter la distorsion de concurrence. Et la distorsion de concurrence, en particulier dans les zones frontalières. Moi, je suis alsacienne, à la limite avec l'Allemagne, on voit bien la difficulté. Bon, là, on est plutôt dans le sud de la France, donc il y a d'autres voisins, mais je pense que le problème est tout à fait le même. Éric l'a évoqué, ça se fera beaucoup, pas seulement, mais ça se fera beaucoup sur les écorégimes. Et je crois que le Parlement là-dessus, même si on n'est pas tous d'accord sur le montant du pourcentage des écorégimes, je crois qu'on est en tout cas tous ici favorables à ce que les mesures soient relativement fortes et ciblées au niveau européen, en laissant un peu de marge de manœuvre aux États membres, parce que s'il y a des bonnes pratiques dans les États membres, il faut qu'elles puissent être reconnues au niveau européen. Mais je crois qu'il faut un cadre européen qui soit très strict. Au Parlement, c'est ce que nous allons défendre, mais vous savez aussi que les discussions se poursuivent au Conseil, et je ne suis pas sûre qu'il y ait la même volonté, je suis même sûre qu'il n'y a pas la même volonté de poursuivre sur ce caractère commun au niveau du Conseil. Oui. Est-ce que vous voulez réagir, ou alors on avance et on continue sur l'architecture verte, sur ces questions de plan stratégique? Non, c'est bon, on avance. Alors, je vous mets… Pardon? Je veux bien te dire un petit mot, s'il vous plaît. Oui, Jérémy de Serle, allez-y. Après, je laisse la parole à Benoît, il n'y a pas de souci. Non, mais par rapport au plan stratégique, l'architecture verte de la PAC, elle sera dans les plans stratégiques. Hein, donc,
la partie environnementale avec les éco-schemes, ce sera dans les plans stratégiques. Moi, j'ai juste, enfin, on est entre parlementaires européens, français. Je pense que les éco-schemes, si on y avait peut-être un peu plus tous cru, auraient pu être à la fois la dimension nouvelle environnementale, écologique de la prochaine PAC et à la fois la dimension aussi communautaire de cette PAC. Dans les dernières négociations, malheureusement, il y avait des propositions des différents groupes. Nous n'avons pas réussi à tomber d'accord sur justement, au-delà du pourcentage, comment on faisait de ces éco-schemes quelque chose de solide. Et la proposition, pas là pour se battre sur l'idée, mais du coup, la proposition qui est aujourd'hui sur la table, c'est de dire il y aura 30% d'éco-schemes, mais par contre, on pourra, à la demande, enfin, au souhait des États membres, en prendre un pourcentage. Ce sera 12% qui sera sur la table, en prendre 12% pour les mettre dans le deuxième pilier, puis du coup laisser aux États membres gérer le truc comme ils veulent. Et ça, du coup, peu importe de qui ça vient, mais ça, on va perdre en communalité. Et c'est pour le coup, enfin, je ne pense pas de notre faute à tous les quatre si on en arrive là, mais ça, c'est bien dommage. Et pour le coup, cette communalité, nous, on peut peut-être encore essayer de pousser des choses sur la période du trilogue pour qu'on revienne à quelque chose de comme ça. Parce que malheureusement, c'est un peu dommage. Et la liste commune, c'est pareil. Il y a des groupes qui n'en voulaient pas. Donc voilà, là-dessus, sans vouloir faire de politique politicienne, nous, en tant que Français, enfin députés français, souhaitant une communalité plus importante parce qu'on sait que c'est ça qui enrichit et qui rend efficaces les mesures PAC, on a peut-être encore des choses à défendre parce que là, je pense qu'on s'est planté. Voilà. Bon, Benoît Biteau. Oui, Jérémy est un peu énervé, mais il a raison, parce que la renationalisation, c'est une vraie menace. On doit effectivement, et là je suis d'accord avec Anne, on doit insister sur le C de PAC. On doit continuer de bâtir une politique agricole commune. Et effectivement, dans cette copie-là, on peut s'inquiéter effectivement de beaucoup trop de latitude laissée aux États membres. Jérémy, je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Jérémy, je suis assez d'accord. Mais pour faire le lien avec l'architecture verte, qui est le prochain sujet, ça va peut-être faire la liaison. Moi, je pense qu'on aurait dû, et c'est là par contre une différence avec Anne qui dit il faut être vigilant avec les stratégies de la Commission de la ferme à la fourchette et pour la biodiversité. Moi, je pense qu'au contraire, dans la mesure où il y a cette volonté qui correspond à l'actualité du moment autour du climat, autour de la biodiversité, et qu'il y a eu un positionnement et de la Commission et du Parlement sur ces enjeux-là. Moi, ce que je regrette dans cette PAC, c'est qu'on n'est pas intégré dans cette PAC et le principal outil pour atteindre ces stratégies, on n'est pas construit dès maintenant dans cette PAC les moyens d'atteindre les objectifs de ce Green Deal. Et donc, voilà, moi, c'est le principal regret. Et plutôt que de revisiter à la baisse les ambitions des stratégies parce que finalement la PAC ne nous permettra pas d'atteindre les objectifs. Moi, j'aurais préféré qu'on intègre dès maintenant les objectifs fixés par la Commission pour que la PAC soit l'outil d'atteindre des ambitions qui, à mon avis, sont des ambitions sur lesquelles on ne peut plus renoncer par rapport à l'intérêt supérieur des générations futures. Et du coup, vous avez un peu le sentiment qu'on prend les choses à l'envers, c'est-à-dire que les textes avaient déjà été écrits, on aménage des textes qui étaient déjà écrits alors qu'il fallait repartir d'une feuille blanche d'une certaine façon, c'est ça? C'est ce qu'a dit Eric quand il a rappelé l'histoire un peu de la copie qui arrive aujourd'hui sur la table, c'est-à-dire que c'est une copie qui a été imaginée par l'autre mandature, par un autre commissaire qui était Phil Hogan. On arrive avec une nouvelle mandature qui vote l'état d'urgence climatique, qui vote le Green Deal, une commission qui déploie des stratégies pour la biodiversité de la ferme à la fourchette. On vote une feuille de route climatique encore la semaine dernière et on reste sur une copie qui est déjà éculée par rapport à cette actualité-là.
Donc peut-être, et moi je fais partie de ceux qui avaient demandé au moment de l'élection de la commissaire Ursula von der Leyen, et on avait conditionné notre vote à ça, d'ailleurs c'était notre seule ligne rouge, on demandait à Ursula von der Leyen de rebattre les cartes de la PAC, de la réécrire, pour que enfin on ait une politique publique agricole qui soit en conformité avec ces urgences-là, qui sont aujourd'hui reconnues quasi unanimement et par la Commission et par le Parlement. Donc je pense qu'on a fait les choses à l'envers, ou en tout cas, si on ne les a pas fait à l'envers, on est dans une forme de schizophrénie entre des ambitions d'un côté et des politiques publiques qui ne permettent pas de les atteindre. D'accord. Éric Andrieux, oui. Alors, je vous soumets au passage une question de Jean-François Isambert de la GPB. Pour atteindre tous les objectifs environnementaux que vous assignez aux Européens, ne pensez-vous pas qu'il sera nécessaire de remettre en place des cartes alimentaires de rationnement pour les consommateurs? Voilà. Éric Andrieux, à vous la parole. Oui, sur la dernière question, je pense que c'est un sujet qui mérite réflexion, effectivement. Dès lors qu'on parle de qualité alimentaire, vous savez, quand on a rendu le droit au logement, quand on a créé le droit au logement, on a créé l'APL, c'est-à-dire l'aide personnalisée au logement. Donc peut-être il faut s'interroger pour les catégories donc défavorisées principalement, peut-être pas pour tout le monde, de voir comment, c'est une question qui reste latente. Est-ce qu'il n'y a pas, si on va sur la qualité, parce qu'effectivement on sait bien que la qualité induit un coût, parce que ça n'appelle pas le même travail, enfin, voilà, c'est un sujet qui occuperait un webinaire à lui tout seul d'ailleurs, mais c'est un sujet qui n'est pas à écarter. Donc je pense que c'est une question totalement incongrue, elle est de mon point de vue très concrète. Pour revenir sur la question précédente, oui, je crois qu'effectivement, Benoît, ça a été dit, nous sommes sur un texte initial, je le redis, de 98 de la présidence Hogan, mauvais. Voilà. Et depuis lors, dans l'ancien mandat comme dans celui-là, nous essayons de remettre du commun à cette proposition initiale de la Commission européenne. Voilà. De mon point de vue, avec la rapportrice Erance Garcia dans l'ancien mandat, nous n'y sommes pas parvenus, ce qui a abouti nous concernant un vote contre donc, les plans stratégiques. Donc, Et là, malheureusement, donc moi je vous le dis personnellement, comme beaucoup d'entre nous, moi j'avais beaucoup d'espoir justement sur les éco-schemes. Qu'est-ce qu'il fallait, comme le disait Jérémy pour les éco-schemes? Il fallait, au lieu de le laisser libre, avec une liste comme ça à la Prévert, donc si vous voulez, obligatoire et optionnelle pour les agriculteurs, etc., il fallait que, on a dit ça au commissaire, il fallait que la Commission européenne mette des indicateurs et des critères européens communs aux 27 États pour la partie éco-scheme, si on voulait qu'on inscrive vraiment dans la notion de pseudo-conditionnalité finalement, donc, et pour valoriser ces 30%, pour éviter l'échec du verdissement de l'ancienne réforme. Donc, moi, je suis à l'aise pour en parler, parce que j'avais moi-même demandé au commissaire nouveau, donc, de dire, écoutez, le commissaire, ce n'est pas votre projet de réforme. Donc, balayez-le, repartez d'une feuille blanche. On était en attente de ça, et on avait le temps, parce que là, on a encore une transition que nous avons votée. Je pense que les agriculteurs ne vont pas manquer d'aide dans ce moment-là. Je pense que nous manquons un moment historique, je dis pour l'avenir de l'agriculture, donc un rendez-vous historique, dans l'articulation d'un nouveau modèle agricole, donc pour les accompagner, avec un monde contemporain qui est devant nous. Et si vous voulez, la réforme qui est devant nous, elle n'est pas adaptée. Si on avait pu mettre dans les éco-schemes des critères de niveau européen, donc là, on gagnait sur le commun de la PAC. Malheureusement, lorsque j'entends le commissaire européen qui vient devant la Comagri vendredi dernier et qui nous dit, voilà, je vous propose 4 idées donc pour les éco-schemes, en gros, l'agroforesterie, l'agroécologie, l'agriculture de précision, puis le quatrième, bon, peu importe. Et il développe l'agroécologie. Et il nous dit, il faut aller vers du bio, d'accord? Mais même si ce n'est pas du bio, en fait, on va pouvoir là-dedans accompagner du bio qui tend vers le bio, même si ce n'est pas du bio. En fait, il invente au fil de l'eau, si j'ose dire, donc, le bio low cost. Et je me dis, c'est pas très sérieux tout ça, donc, parce que c'est pas ça qu'on attend d'une politique communautaire, si vous voulez. Donc, et donc, du coup, la question de l'architecture verte alors, je suppose que lorsqu'on parle d'architecture verte, on parle aussi du volet horizontal, et là, Anne parlera mieux que moi tout à l'heure, sur l'exigence qui est d'équilibrer finalement, dans la mise en œuvre et le contrôle, tout ce qui est du résultat, et tout ce qui est de la conformité. Aujourd'hui, on a une entreprise qui est en désaccord avec les groupes, qui continue à dire voilà, moi je suis sur les résultats, alors que nous les Français, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, on demande une balance entre conformité donc, et résultats. Et là, tout le monde fait semblant de parler de la même chose, mais en fait, dans le fond, nous ne parlons pas de la même chose. Donc c'est un sujet. Voilà, je ne veux pas aller au-delà, mais donc sur ces questions-là, voilà mon point de vue.
D'accord, très bien. Alors effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet de cette architecture verte. Anne Sander, vous vouliez réagir, mais très vite alors, parce que… Oui, simplement rebondir là-dessus, toujours sur ce caractère commun, parce qu'on a là la position qu'on va voter au Parlement. On aura, on verra ce que fera le Conseil, mais il y a un autre point dont on n'a pas discuté quand on parle des plans stratégiques. Ces plans stratégiques, ils vont être proposés par l'État membre et ils seront approuvés par la Commission. Et là aussi, moi, ce que je regrette, c'est bien que ce soit une relation entre un État membre et la Commission sur des propositions donc, qui viendront de l'État membre sans qu'il y ait, en tout cas à l'heure actuelle, cette liste commune européenne. À aucun moment, le Parlement européen ne sera associé et à aucun moment, surtout, les autres États membres pourront se prononcer ou pourront participer, en tout cas, à l'approbation des plans stratégiques des autres États membres. Alors, l'idée, ce n'est pas de créer une usine à gaz, mais l'idée, c'est quand même de se dire il faudrait qu'on puisse, là aussi, veiller à ce caractère commun vraiment de la… Vous avez le sentiment que la Commission européenne va avoir trop de poids dans la validation de chacun des États stratégiques. En tout cas, on lui laisse une grosse responsabilité et je dis ça d'autant plus que nous sommes aujourd'hui en désaccord total avec la Commission européenne sur le sujet qu'évoquait Éric Andrieux, sur le règlement sur le plan horizontal et donc qui porte sur les contrôles et le suivi des dépenses de la PAC. Et là aussi, on doit dire qu'il y a vraiment une différence entre les groupes politiques parce que ce que nous voulons, ce que nous défendons, c'est que ces contrôles se fassent de la même manière dans l'ensemble des États membres. Or, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est une espèce de boîte noire où on laisse les États membres, au nom du principe de la performance, mais qui n'en est pas réellement une, on laisserait les États membres faire ce qu'ils veulent et organiser eux-mêmes leur système de contrôle pour voir si les dépenses de la PAC sont conformes ou non aux règles européennes. Et donc, nous battons parce qu'il en va aussi de la crédibilité de la PAC. Il faut que cet argent européen soit bien dépensé, soit dépensé de la même manière et de manière tout aussi, je dirais, attentionnée et juste dans les États membres. Ça, c'est un véritable enjeu. C'est un dossier qui est très technique, on n'en parle pas beaucoup, mais je crois que pour les agriculteurs, pour une égalité de traitement dans toute l'Union européenne, il faut que nous puissions encore avancer sur ce dossier-là. D'accord, merci. Alors, pour continuer effectivement l'architecture verte dont on parlait, donc effectivement, l'architecture verte, elle comporte plusieurs volets. On avait déjà la conditionnalité des aides dans le premier pilier. Donc là, on va rajouter en fait la notion de verdissement et d'éco-régime. Donc éco-régime ou éco-scheme, donc il s'agit en fait de paiements supplémentaires pour des agriculteurs qui s'engagent en fait dans des programmes environnementaux qui restent à définir, si j'ai bien compris. Et donc ce versement des aides supplémentaires devra s'appuyer sur un contrôle de la performance, donc plutôt dans une approche objective de résultats. Et donc ensuite, on a toujours sur le deuxième pilier de la PAC des mesures agro-environnementales et climatiques qui existaient jusqu'alors. Bon, je resitue un petit peu, si je dis des bêtises, surtout vous me corrigez. Voilà, je resitue un petit peu cette architecture verte. Alors, on en a déjà parlé effectivement de ce risque en fait de flexibilité dont on a parlé tout à l'heure, et sur ce fameux pourcentage de l'enveloppe du premier pilier qu'il faut consacrer aux éco-régimes. Ça pourrait peut-être quand même être intéressant de revenir sur ce sujet-là, parce qu'il a fait débat, il fait encore débat et ce n'est pas fini. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer, par qui. Éric Andrieux, allez-y.
Merci, je vais être assez rapide. Vous avez cité les composantes, si vous voulez, déjà conditionnalité, éco-scheme, mesures agro-environnementales. Déjà, il faut savoir d'où on part. En fait, quand on dit que ça va beaucoup bouger, non, c'est la même structure que nous avions de la dernière réforme. Je le redis, en face des éco-schemes, nous avions le verdissement, c'était 30%, c'est 30% aujourd'hui. Oui. Les MAEC, c'est vrai, c'était 30%, on est passé à 35% du second pilier. N'oublions pas que le second pilier, c'est que 20% de l'enveloppe globale de la réforme. Donc il faut savoir raison garder et savoir de quoi on parle. Sur la conditionnalité, donc, qui va sur les paiements de base, donc les soutiens revenus de base, donc, sur les 10 BCAE, si vous voulez, donc, dans la plupart, on a quand même perdu de la valeur. Je ne vais pas les décliner, ce serait trop long, mais sur les prix naturels, par exemple, on parle, certes, on a gagné sur la rotation, mais on dit rotation et une légumineuse. Mais on ne donne pas le nombre d'années, par exemple, ce n'est pas que du détail, hein. Ça veut dire donc on est sur les principes généraux, si vous voulez, dans les BAEC, donc il va laisser, je pense, du trouble dans la mise en œuvre réellement. Moi, je pense, pour revenir à votre question sur les questions des éco-régimes, des éco-schemes ou des éco-régimes, au-delà du pourcentage, qui est une question, moi j'aurais préféré, je le redis, qu'on définisse qu'est-ce que c'était que les éco-régimes et qu'on lui donne une valeur européenne, je le répète, plutôt qu'une valeur nationale. Parce que s'il y a bien un élément où on pouvait gagner justement sur le lien entre agriculture et environnement, c'était dans les éco-régimes dès lors qu'on n'avait pas à avoir 27 choix différents et dans les 27 choix différents, une multitude de choix des agriculteurs, puisque c'est optionnel pour chacun des agriculteurs. Donc, c'est un souci de cohérence. On met de la conditionnalité, on met de l'éco-régime, vous l'avez dit, pour y accéder, donc il faudra répondre à certains critères que nous ne connaissons pas réellement, puisqu'ils vont incomber au chacun des États membres. Donc, je le redis, mon inquiétude, donc, à ce moment-là, c'est qu'à la fois que c'est la même structure, mais en plus, on donne aux États membres cette responsabilité dans la mise en œuvre. Et que donc, ça va favoriser, c'est mon sentiment, cette distorsion de concurrence à l'échelle communautaire dont nous n'avons pas besoin, parce que l'enjeu, il est avec les États tiers. Donc, et que si on ne dialogue pas avec les États tiers, si on s'affaiblit là, je pense qu'on aura du mal à négocier, quels que soient les accords multilatéraux d'échange à l'échelle internationale. D'accord. Qui veut poursuivre? Jérémy de Serles. Moi, sur l'approche d'Éric, là, moi, je partage le fait, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça au niveau européen. On discute du pourcentage et on passe des heures à en discuter avant de savoir ce qu'on met dedans. Le budget de la politique agricole commune s'est défendu aussi sans savoir ce qu'on allait en faire. Alors, heureusement, on a réussi à le défendre correctement quand même, et il se trouve qu'on a un budget qui aurait pu être bien pire, un budget pour la politique agricole commune qui aurait pu être bien pire. Mais voilà, encore une fois, il faut aussi qu'on réussisse à avoir une approche environnementale respectueuse de ce que l'agriculture et de ce que les agricultrices et les agriculteurs ont déjà fait. Et je trouve qu'on a du mal, alors ce n'est pas forcément le cas pour nous Français, enfin, quoique des fois ça arrive aussi, mais on a du mal des fois à reconnaître aussi ce qui a été fait. Et si on se reposait un peu plus sur ce qui va bien quand même en France, on parlait d'alimentation tout à l'heure, on a l'alimentation et l'agriculture sans doute la plus saine du monde, et on est dans ce pays et dans cette Europe ceux qui ont envie de plus de transition. Bien sûr qu'il faut plus de transition, mais reconnaissons un peu plus ce qui est fait, ce qui a déjà été fait et ce qui est en passe d'être fait. Si on se reposait un peu plus sur les atouts et sur les points positifs de notre agriculture, eh ben, on pourrait aussi, je pense, réfléchir des fois avec un peu moins de pression. Et là, du coup, effectivement, on se trouve avec une architecture verte qui, pour certains, va être trop élevée, va contraindre les agriculteurs encore plus, et pour d'autres, eh ben, ça ne va pas être le cas. Moi, je pense que, pour le coup, et on devrait tous se retrouver là-dessus, parce que la France, je pense, est un peu en avance dans ce domaine-là, et pourrait à la fois apporter son appui aux autres pays, et puis à la fois pouvoir bénéficier aussi d'une reconnaissance méritée pour le travail des agriculteurs français. Juste pour rentrer un petit peu plus dans le détail, parce qu'effectivement, vous dites qu'il faudrait avoir passé plus de temps sur ce qu'on met derrière les éco-régimes.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce qu'on pourrait considérer comme un éco-régime, enfin, comment le mettre en œuvre, par exemple, en France? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en France qui soit, comment dire, éligible à l'éco-régime? On pourrait imaginer, mais encore une fois, techniquement, il faut que ça se traduise par des propositions administratives aussi acceptables. Mais tous les agriculteurs, éleveurs de zones ou herbagères où la production principale est la production d'herbe, où la surface principale est de l'herbe, on pourrait imaginer que pour leur rôle dans la captation du carbone, qui est un enjeu déterminant du Green Deal, de Farm to Fork, de tout ça, eh ben, on puisse donner une part des éco-schemes à ces agriculteurs-là. Voilà, c'est une contribution aussi rendue qui est très peu reconnue aujourd'hui. Ça pourrait être quelque chose. Aujourd'hui, dans la Farm to Fork stratégie, dans la stratégie biodiversité, ce qu'on retient, c'est qu'il faut diminuer de 50% les pesticides. Tous ceux qui feront ça, on pourrait imaginer, ceux qui vont vraiment dans cette dynamique-là, on pourrait imaginer qu'ils bénéficient d'éco-schemes, par exemple. Et c'est là où, quand je dis on reconnaît à peine assez et on ne prend pas la mesure non plus de la dimension, assez la mesure de la dimension économique, je pense que voilà, c'est là-dessus où ça ne va pas. On ne réussira pas à diminuer de 50% les pesticides si on n'augmente pas le revenu des agriculteurs. Donc faisons en sorte que ces ambitions écologiques deviennent aussi des réalités économiques pour les agriculteurs. Et c'est là où vous dites, effectivement, ça n'a pas de sens de discuter le pourcentage si on ne sait pas quelle est la barre que l'on retient pour être éligible aux éco-régimes, d'une certaine façon. Il faudrait d'abord… Je dis en tout cas, moi, en tant qu'agriculteur, j'ai du mal à savoir combien de pourcentage il me faut pour rendre une mesure efficace si je ne sais pas ce qu'il y a dans la mesure. Voilà. Donc, c'est assez naturel. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens de discuter du pourcentage. Je dis que ça en a un peu moins de sens quand on ne sait pas ce qu'on veut mettre dedans. Voilà. Quand on n'est pas sûr, en tout cas. Oui. Benoît Vito. Merci. Ouais, moi, je vais rebondir là-dessus parce que je pensais que Jérémy allait en parler parce qu'il était sur ce chemin-là. Un exemple d'éco-régime, et ça va dans le sens de ce que vient de dire Jérémy par rapport à la rémunération, c'est les PSE dont on n'a pas parlé, mais les paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire qu'on adosse à ces éco-régimes une rémunération, c'est-à-dire qu'on sort d'une logique de subvention, d'aide, et on rémunère sur des critères qui sont faciles à vérifier des aménités positives que propose l'agriculteur sur des enjeux qui sont partagés par tous. On peut parler du climat pour rester dans l'exemple qu'a choisi Jérémy. Il y a des pratiques aujourd'hui qui sont des pratiques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture et qui permettent aussi d'amplifier la capacité de l'agriculture ou des parcelles agricoles à séquestrer des gaz à effet de serre. Eh bien, là, on a clairement des logiques qui pourraient rentrer dans l'éco-régime et qu'on pourrait qualifier de paiement pour services écosystémiques et qui participeraient d'une part à la transition des pratiques agricoles et d'autre part à une rémunération intéressante de l'agriculteur qui sort des logiques qu'on connaît depuis longtemps de mesures agro-environnementales qui n'étaient que des compensations de baisse de revenus parce qu'il y avait des pratiques qui faisaient que quand on les adoptait, il y avait des baisses de revenus et donc CMAE compensait ces baisses de revenus. Bien là, on irait au-delà et on parlerait vraiment de rémunération. Excusez-moi, je voulais juste rassurer le représentant de l'Association générale des producteurs de blé. Il faut cesser avec… parce qu'en creux, ce qui veut dire, c'est que quand on pratique une agriculture plus écologique, on va produire beaucoup moins et qu'on va affamer la planète. On connaît l'argument. C'est un vieil argument qui est bloqué dans le XXe siècle. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui savent à la fois concilier des pratiques parfaitement compatibles avec des enjeux climatiques, de biodiversité et des enjeux de productivité. Donc, il n'est pas question d'affamer la planète et de systématiquement associer à des pratiques agroécologiques des baisses de rendement et donc la menace de la famine ou de la disette
cette opposition, elle est hors du temps et on devrait la laisser dans le XXe siècle parce qu'aujourd'hui, dans le XXIe siècle, on a des outils, on a des moyens qui permettent d'atteindre à la fois la souveraineté alimentaire et de relever le défi climatique et de biodiversité. C'est d'ailleurs peut-être la seule façon d'envisager la souveraineté alimentaire dans la durée, c'est-à-dire préserver les capacités de la terre avec un petit T, celle que le paysan qui descend de son tracteur a le temps de mettre dans ses mains, et de la terre avec un grand T, celle qui nous porte tous. C'est ça la souveraineté alimentaire dans une version qui se projette dans la durée et donc une vision à long terme. Ok. Est-ce que, Éric Andrieux, vous voulez rajouter quelque chose? On avance. Moi, ce que je voudrais peut-être vous soumettre, parce qu'effectivement, vous l'avez abordé, mais c'est quand même quelque chose d'important. On a effectivement les éco-régimes qui sont soumis à un système de contrôle de la performance. Donc, effectivement, il y a toute la question de comment on détermine les indicateurs, et surtout, est-ce que c'est raisonnable d'avoir une PAC régie par un double contrôle, performance et conformité, objectif de résultat, objectif de moyens. Je ne sais pas si je vois Benoît Biteau, ça n'a pas l'air de vous inspirer. Anne Sander, peut-être. Oui. Écoutez, sur ce point-là, dans tous les cas, on peut avoir les deux. Qu'on ait des objectifs en termes de performance avec des indicateurs, des bons indicateurs de performance, eh bien, je crois que c'est en quelque sorte, c'est dans l'air du temps, c'est une suite logique, on s'adapte et ça pose pas de problème qu'on ait ce suivi de la performance. Par contre, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est de lier le remboursement des dépenses des États membres pour la PAC à ces indicateurs. Donc, en gros, un État membre qui s'engage sur des éco-schemes, mais sans savoir combien d'agriculteurs vont les suivre, eh bien, pourrait avoir une suspension de paiement parce qu'il n'a pas le bon nombre de surfaces. Et à côté de ça, le suivi de la conformité des règles de l'Union européenne, eh bien, on le laisse aux États membres et on ne s'en préoccupe pas au niveau européen. Vous voyez, dans la proposition de la Commission, il y a déjà les deux, sauf que pour la Commission, la performance est suivie au niveau européen et c'est les États membres, sans regard de la Commission, qui suivent la conformité. Nous, ce que nous pensons, eh bien, c'est qu'il faut rétablir la conformité au niveau européen. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait les mêmes règles partout de respect de la conformité. Ça doit se faire au niveau européen. Voilà la position que nous défendons, parce que sinon, là aussi, non seulement ce ne sont pas des règles justes pour les agriculteurs, mais surtout, ça peut laisser, ça remet en cause la crédibilité de la PAC, parce que dans certains États membres, vous savez comme moi, eh bien, il y a des suspicions de corruption, de détournement de financement de la PAC. Voilà pourquoi il est important qu'il n'y ait pas de boîte noire, de black box dans des États membres. Alors, je ne parle pas de la France nécessairement, parce que je crois que chez nous, les fonds sont plutôt... il n'y a pas de souci, ça se passe bien, mais dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, il faut qu'on ait ces mêmes règles au niveau européen. Oui, d'accord. Alors, il y avait une question qui était posée qui vient d'Occitanie autour de l'agriculture de montagne. Quelle latitude pour mieux cibler les aides ICHN et l'agriculture de montagne pourra-t-elle être ciblée dans les éco-régimes? Qui veut s'exprimer là-dessus? Oui, Anne Sander? Alors, l'ICHN, c'est évidemment quelque chose d'essentiel et c'est vraiment quelque chose que nous défendons très fortement au niveau français. Alors, je sais que dans les différents groupes politiques, ça peut poser problème, mais évidemment, pour soutenir l'agriculture de montagne, et je vais d'ailleurs rejoindre les élus de la montagne pour leur parler de la PAC et de l'ICHN,
cette ICHN joue un rôle essentiel, cette agriculture de montagne qui a un rôle économique, environnemental. Et donc, cette agriculture de montagne dépend et est fortement soutenue par l'ICHN. Donc, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est que donc, sur le deuxième pilier, il faudra 35% de mesures vertes. Donc, on augmente quand même, on passe de 30 à 35%. Donc, je crois qu'on, voilà, à tous les niveaux, on voit que cette ambition environnementale, elle est renforcée. Et dans ces 35%, eh bien, 40%, l'ICHN pourra contribuer, mais uniquement à hauteur de 40%. Or, nous pensons, et d'ailleurs, il y a des amendements qui ont été déposés et que nous soutenons, je pense, tous, les Français dans ce sens-là pour faire en sorte que 100% de l'ICHN puisse rentrer dans les mesures vertes du deuxième pilier. C'est un enjeu essentiel pour nos territoires et c'est vraiment un enjeu français pour le coup. D'accord. Oui, Jérémy de Serles. Oui, je crois qu'il y a Eric aussi. Non, mais enfin, redire, au-delà des ICHN, effectivement, qui doivent être défendus, vous demandiez si les écoschemes pouvaient prendre en compte aussi, finalement, l'activité agricole en montagne. Je pense que si tant est qu'il y ait de la latitude pour les États membres, même si ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite, ou en tout cas on voudrait qu'il y ait quand même un cadre européen, s'il y a de la latitude, ça peut être aussi pour ça. Si on considère en France qu'il y a des zones de montagne qui méritent d'être accompagnées pour une réponse environnementale, je pense qu'il ne faudra pas se priver. Donc voilà, après, c'est important, je pense, qu'au travers des écoschemes, on puisse avoir aussi quand même la possibilité d'accompagner les territoires un peu plus escarpés, j'allais dire. D'accord. Éric Andrieux, j'ai encore Oui. plein de questions, donc voilà, allez-y. Oui, merci. Si vous voulez, on ne s'exprime pas, hein, mais c'est comme vous voulez. Mais, allez-y, mais effectivement, il y aura d'autres questions sur l'eau, sur. Enfin voilà. La France est un pays particulier parce qu'on a beaucoup de zones de montagne. Oui. Et là, je dois dire, j'entends bien Anne et Jérémy, mais dans le compromis qui est sorti, dans tous les cas, des trois groupes PPE, pour être clair, Renew et SND, et moi de mon groupe, j'étais largement minoritaire, nous avons perdu le combat de l'ICHN. C'est les Allemands qui ont gagné le combat de l'ICHN. Je suis désolé d'être un peu brutal. Mais aujourd'hui, donc, on a perdu sur la ligne de l'ICHN. C'est-à-dire, on va voir si on peut récupérer par voie d'amendement en plénière, mais en l'étant sorti du compromis, dans tous les cas, on n'a pas gagné le combat de l'ICHN. Moi, je fais partie de ceux et je suis même pas arrivé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire aujourd'hui, en fait, on a perdu le fait qu'on reconnaisse le pastoralisme, pour être clair, comme un modèle agricole le plus vertueux, où on dit quand on fait en gros du pastoralisme, c'est-à-dire qu'on répond, c'est certainement le modèle agricole le plus vertueux qui existe dans tous les modèles agricoles, et on répond aux enjeux de Green Deal, Farm to Fork et stratégie de biodiversité, puisqu'on renouvelle le milieu, hein, donc là où les bêtes paissent, finalement, donc on renouvelle l'équilibre de la biodiversité, donc, etc. Je parle pour les non-initiés, mais ça n'est pas reconnu à 100%. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut, comme la dernière fois on disait que le bio était vert par définition. Pour ma part, je pensais qu'il fallait que l'ICHN soit MAEC par définition à 100%. On avait différents critères, hein, du programme de la programmatisation, ce qu'on connaît déjà au niveau français. Donc, hein, mais là, ça n'a pas été reconnu comme tel, puisqu'on est sur la base des 40%. Et encore, c'est à discuter, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne, en gros, que pour €1, moi je pense qu'il fallait reconnaître dans les MAEC, si vous voulez, l'ICHN en tant que tel à 100% comme mesure environnementale. Voilà. On n'en est pas là. Et le combat, on l'a perdu. D'un côté, à la fois, on nous dit, certains, et là les libéraux ont gagné, on ne va pas citer de nom, mais tout le monde se reconnaîtra, sur la question donc, de l'eau en particulier donc, et de la directive nitrate. Et de l'autre côté, on ne reconnaît pas l'agriculture de montagne comme répondant aux critères environnementaux. Donc là, je pense qu'effectivement, on a manqué un rendez-vous. On va voir si on peut le récupérer dans la plénière, mais on est loin de le manquer. Or, pour la France, parce que c'est vrai que la France est concernée parce qu'on a beaucoup de massifs, donc hein, c'est un sujet quand même qui est loin d'être mineur. Et j'espère que si on ne le gagne pas au Parlement, on pourra, par les États, donc par le trilogue, remonter un petit peu cet objectif-là concernant les ICHN. D'accord, très bien.
Oui, Benoît Biteau, rapidement. Ouais, sur l'ISAHN, moi j'ai parlé des PSE tout à l'heure, je veux dire, ça c'est l'ancêtre des PSE, c'est-à-dire que quelque part, et a fortiori dans ce contexte de Green Deal, l'ICHN vient soutenir des territoires qui remplissent des fonctions agricoles, mais aussi des fonctions de biodiversité, des fonctions climatiques. Et donc, l'ICHN, quelque part, c'est une forme de PSE. Donc, bien sûr qu'il faut la préserver. Moi, j'ai juste 2 points de vigilance. Le premier, c'est qu'il n'y a pas que les zones de montagne qui doivent être concernées par l'ICHN. Tous les espaces où, justement, on remplit ces fonctions multiples de production agricole, mais aussi de préservation du climat, de la biodiversité, doivent être concernés par l'ICHN. Et je pense par exemple aux zones humides, qui sont aussi des zones très importantes par rapport au climat. Et puis le deuxième point, c'est qu'on veut tout mettre dans le second pilier, même si Anne a signalé que 35% seraient dédiés sur des logiques agroécologiques, mais le second pilier, c'est loin d'être un puits sans fond. Et si on veut vraiment faire des PSE qui soient efficaces et accessibles au plus grand nombre, il va falloir à un moment donné imaginer, on veut développer la bio à 25% en 2030, mais on veut le faire porter par le second pilier. On veut des ICHN extrêmement bien dotés, on veut le faire porter par le second pilier. Il y a 2 stratégies où on va doter vraiment significativement ce second pilier pour porter tous ces enjeux-là, où on se décide. Ou alors on les remonte dans les écorégimes qui sont au premier. Exactement. Et à ce moment-là, on les passe dans les écorégimes. Sauf que j'attire votre attention quand même sur une incohérence dans la copie qui est sur la table, c'est qu'on verrouille les paiements directs à 60%, ce qui veut dire en creux que les écorégimes ne pourront jamais dépasser les 40%. Or, dans certaines situations, eh bien, je pense que effectivement, les écorégimes devraient aller au-delà des 40% pour atteindre des ambitions élevées. Voilà, donc là, il y a un vrai sujet d'articulation premier-second pilier, de volonté d'un côté de satisfaire des enjeux qui sont transversaux et de risquer de ne pas avoir des moyens et pour atteindre des objectifs ambitieux. Alors, il y a une question de Madame Baudouin de la FNO. Qu'en est-il de l'accès aux bons élèves comme la production ovine européenne, dont 2 rapports ont stipulé les bienfaits, on va dire. Donc, il s'agit qu'un bien public fourni par la filière ovine devait être rémunéré. Est-ce que l'éco-régime, justement, peut être sollicité? S'il vous plaît. Ah, pardon, Jérémy. Ouais, Jérémy de Serre. Je finis juste quand même sur l'ICHN parce qu'effectivement, Eric, Anne et puis Benoît, on constate tous qu'on a perdu peut-être une bataille en n'ayant pas les 100%. Redire quand même, pour pas que tout le monde prenne peur autour de la table, pour la France aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est gérable quand même avec 40%. Et ce qui nous fait perdre la bataille aussi, c'est qu'on a du mal à défendre les ICHN au niveau européen parce que ceux qui en ont, ceux qui les utilisent ailleurs, les utilisent un peu différemment de nous. C'est pas qu'on manque d'arguments. Bien sûr que tout le monde est capable de dire que les zones de montagne produisent de manière écologique et que ça répond aux enjeux. Mais on a du mal à le faire rentrer dans ces mesures-là, c'est tout. Et donc, bien sûr qu'il faut continuer de batailler, mais c'est pas si évident que ça. Et donc, pour répondre à Michel, je pense que par rapport aux éco-schemes, il y a une partie en matière de bien-être animal. Alors, ce n'est pas que pour ça qu'on peut récompenser les éleveurs de moutons, mais en tout cas, on voudrait aussi que dans ces éco-schemes, on puisse reconnaître le bien-être animal. Et donc, si c'est le cas, je pense que ça pourrait être une fenêtre de tir pour mettre un bon point justement aux bons élèves. Oui. Bon, la question sur les ovins ne vous inspire pas. Rapidement, il nous reste plus qu'1 minute, donc ça va pas être facile. Rapidement, parce que si on passe des éco-schemes, il va falloir... On ne vous entend plus. Vous avez mis votre... Regardez, attention. Donc, je dis juste un mot, c'est que par rapport à la question de Michel, je pense qu'il faut très vite se retourner vers la France, vers le gouvernement, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre précisément dans les éco-schemes. Et j'ose espérer que sa question aura une réponse positive, puisqu'en fait, l'attitude, elle va être nationale. Oui. Oui, donc je continue dans les questions. Alors, il y a une autre approche
comment faire en sorte, enfin, est-ce que cette PAC peut faire en sorte d'assurer un revenu digne aux agriculteurs? Parce que c'est aussi ça, c'est qu'on voit bien aussi qu'il y a quand même des agriculteurs qui ne vivent pas convenablement avec cette PAC. Est-ce que ça risque de changer avec cette nouvelle PAC? Je ne suis pas très confiante en posant ma question parce que, avec ce que vous m'avez expliqué. Voilà, je reprends la parole parce que malheureusement, j'ai un train à prendre et je vais devoir vous laisser essayer donc de respecter l'horaire parce que le train ne m'attendra pas. Oui. Mais justement, c'est parce que cette PAC n'est pas nouvelle qu'elle ne va pas révolutionner le revenu des agriculteurs, c'est-à-dire qu'aux mêmes causes, les mêmes effets. Et on a fait le constat au début de cet échange du nombre d'agriculteurs qui vivaient avec pas suffisamment de revenus. Et malheureusement, dans la mesure où elle ne change pas radicalement les choses, eh bien, aux mêmes causes, les mêmes effets. Et donc, on risque de retrouver des difficultés de revenus chez un certain nombre d'agriculteurs. Et ce n'est pas forcément les moins vertueux, d'ailleurs, qui seront les mieux, enfin, ou les plus mal rémunérés. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire. Et donc, du coup, voilà, c'est parce que justement, cette PAC n'est pas suffisamment nouvelle qu'elle va régler le problème des revenus des agriculteurs. Et ça pose la question de comment est-ce qu'on partage mieux les enveloppes publiques. Ça pose la question du plafonnement qui permettrait de redistribuer des grosses enveloppes vers des structures plus familiales, plus paysannes. Et tout ça n'est pas dans cette PAC. Alors, effectivement, on verra après la plénière parce que des amendements sont déposés dans ce sens-là. Mais elle n'est pas suffisamment nouvelle pour que malheureusement, elle soit une bonne nouvelle en direction du revenu des agriculteurs. Et pourtant, il y a des solutions. Et je continue de dire qu'une agriculture qui fait plus d'écologie, c'est aussi un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs et notamment via ces fameux PSE dont j'ai déjà parlé, paiement pour services écosystémiques, qui pour moi sont une vraie réponse à la fois pour atteindre les objectifs écologiques, mais aussi pour soutenir de façon plus forte le revenu des paysans qui doivent essayer de vivre de leur métier. Et malheureusement, ce n'est pas le constat du moment. Voilà. Et je m'autorise à vous dire au revoir et vous remercier de votre invitation, mais je dois vraiment vous quitter parce que j'ai vraiment un train à prendre dans très peu de temps. Il va falloir que je cours pour aller jusqu'à la gare. Merci beaucoup en tout cas. D'accord. Merci, très bien. Alors je vais juste… Oui, Anne Sander, vous vouliez intervenir. Je voulais juste vous… Oui, allez-y. Non, allez-y. Parce que moi aussi, je vais devoir partir. Alors, peut-être simplement pour… Alors, je vous écoute, pardon. Non, je voulais juste dire qu'il y avait aussi plusieurs questions autour de l'eau. Comment accompagner l'accès à l'eau dans un débat apaisé et comment l'Europe peut y aider et est-ce que cette PAC peut y aider? Mais… Si vous permettez, pour conclure de manière générale sur le revenu des agriculteurs, il faut quand même voir que pour la prochaine programmation, nous avons un budget de la PAC, certes qui revient de loin, mais qui est quand même en baisse importante de plus de 10%, malgré les financements liés au fonds de relance. C'est la première chose. Deuxièmement, on va demander aux agriculteurs de faire plus d'efforts. Donc, ce qu'il faut impérativement, c'est rendre ces aides, ces soutiens de l'écorégime suffisamment accessibles aux agriculteurs. Il faut mettre dans ces écorégimes des mesures qui puissent être atteignables pour les agriculteurs, pour qu'on puisse réellement les accompagner. Et puis, il y a un point que je voudrais soulever, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut qu'on mette le paquet sur l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé d'investissement, on n'a pas parlé de recherche. Et moi, je crois que si on veut aider les agriculteurs dans cette transition qui est nécessaire, eh bien, il faut aussi les accompagner pour investir. Et puis, il faut plus de recherche pour pouvoir améliorer les pratiques. Enfin, il y a là tout un travail à faire. Et la question que vous posez pour finir sur l'eau, ça rentre aussi dans le cadre des investissements. Et ça, c'est un vrai sujet que nous devons avoir parce que c'est lié aussi au changement climatique. On voit bien, il y a des périodes où il pleut beaucoup, les gens, enfin, on est noyés sous l'eau. Et puis, d'autres moments dans l'année où c'est une sécheresse totale. Donc, il faut que nous puissions avoir
au niveau européen, mais aussi au niveau national et avec les collectivités locales et surtout avec les agriculteurs eux-mêmes, ce débat, ces discussions, comme vous avez dit, apaisées au sujet de l'eau. Voilà. Donc, je voudrais encore une fois vous remercier eh bien, tous ceux qui ont participé à ce débat, qui ont écouté, qui nous ont posé des questions. Nul doute que c'est des sujets sur lesquels nous reviendrons dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Merci. Et moi aussi, je bon dois vote. m'en aller. D'accord, très bien. Jérémy de Serles, au revoir Anne, et bon avion. Eric, tu es peut-être pressé? Non, moi je ne suis pas trop pressé non plus, enfin je ne suis pas trop pressé en tout cas. Pour revenir sur les questions de revenus, puis peut-être d'eau aussi, enfin moi je rejoins Anne, il y a des questions qui deviennent européennes autour de l'accompagnement justement aussi au changement climatique. On ne peut pas lutter contre le changement climatique sans apporter de réponse aux problèmes qu'il engendre chez les agriculteurs. Il y a des sécheresses qui se répètent tous les ans en France, mais pas que en France, en Suède ou ailleurs. Il y a aussi eu des zones où ils n'étaient pas habitués, où aujourd'hui il y a de la sécheresse. Et donc, de fait, ça devient des questions européennes. Et donc, la problématique de l'eau, ne serait-ce que pour essayer de tenter de régler des problématiques de sécheresse, devient aussi de fait des sujets, un sujet européen. Donc, encore une fois, on doit traiter ces sujets-là. Et sur le revenu agricole, c'est ce que je disais un petit peu au début. Moi, je regrette que dans cette PAC, nous soyons pas assez penchés ou nous n'ayons pas dépensé autant d'énergie sur les sujets économiques que sur les sujets écologiques. Parce que effectivement, je pense pas qu'on va vraiment impacter le revenu négativement, mais je suis quand même pas sûr qu'on réponde à ce revenu. Si néanmoins il y a quand même un rapport législatif sur lequel on a tenté de jouer et puis de gagner sur la valeur des produits agricoles en essayant d'améliorer les règles de commercialisation. C'est bien le rapport d'Éric Andrieux qui pourrait bien sûr vous développer bien mieux que moi, mais où là aussi on essaye d'apporter une réponse à la problématique des prix en essayant d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans le marché. Et je crois que ça faisait partie des questions. Bien sûr que l'Europe, et ça se fera peut-être à peine assez au travers de cette PAC-là, mais devra d'une manière ou d'une autre reprendre un peu la main sur le marché. Oui. Oui. Éric Andrieux, alors à la fois sur cette question autour du soutien des revenus, et puis sur cette question de l'eau, en rappelant, est-ce qu'il y a un lien, enfin, quel pourrait être le lien entre PAC et FEDER pour les investissements liés à l'eau? Oui, alors, déjà, je ne suis pas sûr de la question qui est posée, qu'il n'y ait pas une ambiguïté entre FEDER ou FEADER. Oui. Je crois qu'il faut parce que je n'ai pas compris la question. Si c'est sur le FEDER, ça, je ne sais pas sincèrement, on est sur des gros investissements, donc on sort du cadre. Si c'est sur le FEADER, ça va répondre des 30% de la partie investissement. Je vais dire exactement ce qui vient d'être dit, et ça atteindra dans les 30%, vous savez, l'article 68 précisément, où on a les investissements justement, dans lesquels, surtout dans les zones méditerranéennes, où on doit traiter le problème de la ressource différemment. Moi, j'ai un exemple de l'ancienne PAC, ou sur une question posée dans le département du Gard, par exemple, ou parce que ce n'était pas dans les PDR, certaines ASA avaient du mal à faire financer, alors que c'était très logique et très pertinent. On a un climat méditerranéen où il pleut beaucoup et intensément, puis ensuite on a des grosses sécheresses. Donc il faut savoir capter la ressource pour permettre à ce que donc on développe l'agriculture. Donc moi je pense que à l'échelle donc pareil du plan stratégique national, il faudra avoir ce type de réflexion là, on va pouvoir affecter les fonds. Et je pense qu'il serait de bon augure que la question de l'eau, surtout dans ce moment-là de réchauffement, soit prise très très au sérieux, beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'elle a été par le passé.
Parce que bien souvent, certains de nos collègues, d'ailleurs du Nord, sont assez caricaturaux par rapport au problème du climat méditerranéen. D'ailleurs, c'est vrai pour l'eau comme c'est vrai pour les pâturages. Donc, voilà, ou les prairies permanentes, on pourrait développer là-dessus. Voilà, donc ma réponse sur l'eau. Sur le volet économique, et je remercie Jérémy d'avoir fait référence à l'OCM, je suis assez surpris, si vous voulez, que sur 1 heure et demie de débat, la question sur l'économie soit posée à la dernière minute. Moi, je suis rapporteur principal sur l'OCM. Les 3 députés qui étaient autour de vous étaient quand même rapporteurs shadow. Et je pense qu'on n'a pas rien fait. Et je vous appelle à vite à le lire. Donc, et vous verrez que sur les questions de revenus, donc c'est le rôle de la Commission qu'on met au centre en tant que régulateur sectoriel, à des définitions précises, les questions de retrait de produits en cas de crise, facultatif, obligatoire, on va le voir, les questions d'organisation donc du secteur, donc sur toute la partie des OP et des organisations interprofessionnelles. Bon, je ne vais pas tout décliner. Il y a vraiment un vrai sujet sur lequel, d'ailleurs, ce rapport est assez intéressant parce qu'il fait une large unanimité, j'ai envie de dire, donc, dans les groupes, parce que la crise dans laquelle nous sommes a révélé combien il était important de ne pas, confronter le marché et la régulation, mais qu'aujourd'hui, la question du marché libre, il fallait bien admettre qu'en matière agricole, nous avions besoin de régulation pour garantir le revenu, et au-delà des aides, parce qu'aujourd'hui, la seule aide de soutien au revenu direct, donc c'est l'aide découplée, quoi. Mais on voit bien qu'elle ne répond pas donc, aux questions que vous posez en matière de maintien. Donc, on a besoin d'outils de régulation. Et on le voit dans cette situation de crise-là. Donc, ça veut dire que nous, on a fait un gros travail, je crois, ensemble avec Jérémy, Anne d'ailleurs, et Benoît, pour vraiment donner de la force au rapport au CEM. En tous les cas, on verra ce qui se passera dans les trilogues. Donc, mais le Parlement, je pense, va voter la semaine prochaine un rapport sur l'organisation commune des marchés ambitieux. Donc, je crois que nous pouvons collectivement donc, être assez, j'allais dire fiers, c'est pas le mot, mais dans tous les cas, assez porteurs. Donc, pour répondre à la garantie des revenus. Parce que la question des revenus, je ne vais pas le redire, mais c'est le choix économique. Quand on a découpé les aides, on est sorti de l'aide contracyclique. Regardons ce qui se fait autour de nous. Donc, peut-être qu'il y avait une réflexion à engager d'un mix entre les aides donc, à l'hectare et les aides contracycliques pour garantir justement dans le revenu des agriculteurs. Donc ça, c'est un sujet que globalement, auquel nous n'avons pas répondu. On essaie d'y répondre pour partir dans l'OCM. D'accord, très bien. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Je voudrais terminer en vous remerciant, bien sûr, pour l'organisation. Voilà, je manquerai à tous mes devoirs. Merci. Et vraiment, de nous permettre d'avoir une semaine décisive, si tant est que nous votions. Parce que là, vous savez qu'apparemment, on a appris ce matin que nous n'allions pas à Strasbourg, que la session devait se dérouler uniquement donc, par un vote à distance, et que ça serait quand même assez cocasse que le plus gros budget de l'Union européenne soit voté sans débat, parce que c'est ça que ça signifie. Donc, donc ça, c'est une question assez latente. On attend la décision de la conférence des présidents pour savoir à quelle sauce, si j'ose dire, nous allons être mangés la semaine prochaine. Voilà. Merci dans tous les cas donc, pour l'organisation de ce webinaire. Merci. Alors, André Bernard, vous vouliez peut-être reprendre la parole. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Oui, voilà. Très rapidement. Alors, votre micro est fermé, donc ouvrez-le pour qu'on vous entende. Pardon, voilà, c'est ça. Excusez-moi, oui, j'avais coupé le micro. Oui, donc moi, je tenais d'abord à vous remercier, vous et les 4 parlementaires qui ont amené un débat intéressant. Maintenant, l'agriculteur que je suis, moi, je reste un peu sur ma faim, excusez-moi, parce que moi, j'attends quand même, on a parlé de revenus, comment bien vivre. Je pense qu'un agriculteur, pour qu'il vive correctement, il faut qu'il soit capable de produire des volumes et qu'il y mette un prix en face. On voit bien qu'aujourd'hui, la difficulté sur le prix, elle reste quand même forte, même si les OCM permettent d'avancer. Et je suis tout à fait d'accord avec Éric Andrieux et Jérémy, qu'il y a des choses de fait, mais qu'il faut aller plus loin. Quant au volume, effectivement, on voit bien que la situation climatique que nous connaissons depuis quelques années et qui ne fait que de s'accentuer, impacte le volume que nous sommes capables de produire. Et la principale cause de baisse de volume, c'est aujourd'hui la sécheresse, le manque d'eau à certains moments. Cette eau qui nous tombe pour l'instant de façon aussi importante que ce qu'elle tombait par le passé, mais de façon de plus en plus irrégulière. Et effectivement, dans les régions sud, on a su stocker l'eau, Eric y a fait allusion, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et que ce n'est pas uniquement pour l'agriculture. Et je vais me permettre de revenir sur la question FEDER. Nous voulons, nous, au niveau de l'agriculture, qu'on puisse avoir du FEDER pour pouvoir faire des ouvrages structurants
qui vont stocker de l'eau et la transporter au bénéfice de l'ensemble des usagers sur le territoire et que l'agriculture en bénéficie aussi. Mais il n'y a pas que l'agriculture. Dans nos territoires, demain, si on ne stocke pas de l'eau, il n'y aura plus de vie. Donc effectivement, il faut qu'on stocke l'eau. Quand je pense à la région de Jérémie avec l'élevage, aujourd'hui, si on n'est pas capable de stocker un peu d'eau, il n'y a même plus d'eau pour faire boire les animaux l'été. Donc je pense que le climat dans lequel on est rentré, qui est le climat méditerranéen qui remonte, et les pays méditerranéens ont toujours su stocker, domestiquer l'eau. Soyons audacieux sur un budget qui n'est pas celui de l'agriculture, de permettre à l'agriculture et aux autres usagers d'avoir les moyens de gérer intelligemment cette ressource. Alors, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Il faut aussi qu'on ait les moyens, comme l'a dit Anne Sander, d'investir dans des techniques nouvelles, dans des moyens nouveaux de pilotage intelligent de l'eau et de matériel de distribution de l'eau la plus performante possible. Voilà tout ce que nous devons faire. Je ne dis pas que nous voulons, nous devons faire si on veut que demain nos enfants ne nous accusent pas d'avoir laissé filer le navire. Voilà. En tout cas, merci pour l'animation. Merci pour le travail qui est fait. Je sais qu'on attend tous beaucoup de la PAC, mais soyez assurés que le monde agricole et les agriculteurs de la région que je représente ici ont une très grande motivation à aller de l'avant pour répondre à ce défi, de répondre à la souveraineté alimentaire de notre pays en évitant des problèmes cruciaux et en permettant d'avoir un revenu décent pour que des jeunes puissent s'installer demain. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci et au revoir. Au revoir.